Si on essaye comme ça fonctionne-tu? Oui, Ah, là, on vous entend. c'est réglé. Le micro était... Partage. OK. Merci. OK. Je vais continuer la diapositive où j'étais. Je m'excuse pour les problèmes techniques. Alors, ici, j'expliquais que la première étape que notre groupe de recherche, ou la première étude que notre groupe de recherche a effectuée, est-ce que ça fonctionne? OK. Le premier projet que notre groupe de recherche a effectué, c'était vraiment d'effectuer un survol des bases de données administratives en Ontario. Puis mon collègue Ricardo Battista a passé à travers les 91 bases de données qu'on a en Ontario, puis a identifié 25 bases de données qui contiennent une variable linguistique. Cependant, après avoir examiné ces bases de données-là, Ricardo a conclu qu'il y avait seulement 3 bases de données où la variable linguistique était collectée avec une qualité suffisante pour être capable d'effectuer des projets de recherche au niveau de la population. Ces 3 bases de données sont le système d'information sur les soins de longue durée, système d'information sur les services à domicile et système d'information ontarien sur la santé mentale. Alors, ce que Ricardo a fait, c'est qu'il a pris ces 3 cohortes-là, puis il les a liées à l'ESCC, qui est l'étude sur la santé dans les collectivités canadiennes. C'est une enquête nationale effectuée depuis 2000 qui contient beaucoup d'informations linguistiques. Puis avec cette base de données-là qui a été liée aux bases de données provinciales, on a été capable de valider la variable linguistique qui était capturée au niveau provincial. Puis avec des analyses de validation, ce qu'on a trouvé, c'est que la variable qui est collectée au niveau provincial dans les bases de données soins de longue durée, services à domicile, a une association moyennement forte avec la langue parlée le plus souvent à la maison. Alors, dans nos études, souvent, on va parler de langue de préférence ou langue parlée le plus souvent à la maison comme étant des concepts semblables. Ce concept-là vient de l'étude que Ricardo a effectuée. Alors là, pour passer aux analyses, on a effectué quelques études à l'aide de cette base de données pour les récipiendaires des services de santé à domicile. Puis notre approche générale, c'est de créer 3 groupes de patients selon la langue de préférence. Donc, anglophone, francophone, allophone. Allophone veut juste dire n'importe quelle langue autre qu'anglais ou français. Puis ensuite, ce qu'on a été capable de faire, encore une fois, à l'aide des bases de données provinciales, c'est d'aller identifier tous les médecins qui ont traité les patients dans la cohorte qu'on a établie. Donc, avec le régime d'assurance maladie de l'Ontario, on peut voir quel médecin a facturé pour des services offerts aux patients de notre cohorte. Et ensuite, avec la base de données des médecins chirurgiens de l'Ontario, on est capable d'aller voir si le médecin qui a offert des soins parlait, oui ou non, la langue de préférence du patient. Puis en Ontario, les médecins, quand ils soumettent leur demande d'application auprès du collège, ils vont indiquer là où les langues qu'ils peuvent parler. Ça peut être une langue, ça peut être 4, 5, 6. Alors là, on est capable de voir là où les langues qui sont parlées par les médecins. Donc, avec cette information-là, on est capable de déterminer si les patients reçoivent des soins qui sont soit concordants ou discordants au plan linguistique. Le groupe anglophone, on a seulement l'option concordant parce que pour pratiquer en Ontario, il faut être capable d'offrir des soins en anglais. Mais pour la population francophone et allophone, ces groupes-là peuvent recevoir des soins qui sont soit concordants ou discordants au niveau linguistique quand on parle de la langue du médecin. Alors ça, c'était une des premières études qu'on a effectuées. On a pris une cohorte de résidents qui recevaient des services de santé à domicile. On a effectué le lien avec d'autres bases de données, incluant la base de données pour les médecins. Puis on a identifié le médecin de famille pour chaque patient dans la cohorte. Puis on a suivi les patients pendant 1 an. Puis on s'est posé la question, si les patients recevaient des soins concordants avec leur médecin de famille, est-ce que ça avait un impact sur
le taux de visite à l'urgence, le taux d'hospitalisation et la mortalité dans une période de 1 an. Puis ce qu'on voit ici, c'est que pour les francophones, il n'y avait pas de différence significative une fois qu'on ajustait pour une longue liste de variables et de comorbidités. Mais pour la population allophone, effectivement, le risque d'avoir une visite à l'urgence diminuait de 9 le risque d'avoir une hospitalisation diminuait par 6 et la mortalité, toute cause, dans l'espace de 1 an, diminuait de 13 même après ajustement pour, comme j'ai mentionné, une longue liste de variables et de comorbidités. Ensuite, on a pris cette même cohorte-là, puis on s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive quand ces patients-là sont admis en milieu hospitalier? Alors, la cohorte de résidents qui reçoit des services de santé à domicile, c'est une cohorte avec beaucoup de comorbidités. Je pense que 30 à 40 des patients étaient admis à l'hôpital dans une période de 1 an. Puis, c'est une population qui est aussi à haut risque d'avoir des préjudices ou des événements adverses en milieu hospitalier. Puis, autour du même temps où on a commencé à faire ces études, l'Institut canadien d'information sur la santé a développé un protocole pour être capable d'identifier des préjudices en milieu hospitalier. Alors, quand un patient est admis dans un hôpital au Canada, il y a un employé qui travaille pour l'ICIS qui va réviser les dossiers des patients, puis qui va assigner un code pour diagnostic, traitement, etc. Et ça inclut des préjudices. Alors, la méthodologie développée par l'ICIS identifie 31 différents préjudices qui sont divisés en 4 catégories. Alors, avec cette méthodologie qui a été développée par l'ICIS, on s'est demandé la question. En Ontario, on a des hôpitaux qui sont désignés par la loi pour offrir des services en français. Donc, on s'est posé la question, mais si un patient francophone est admis dans un hôpital qui est désigné par la loi pour offrir des soins en français, est-ce que ça a un impact sur le taux ou le risque de préjudice durant l'hospitalisation? Alors, ça, c'est juste pour montrer les hôpitaux désignés ou qui étaient désignés au temps où on a effectué l'étude en 2020. Donc, il y a 6 hôpitaux désignés dans le nord-est de l'Ontario et 4 hôpitaux qui sont désignés dans la région est de l'Ontario. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre cohorte dans l'est de l'Ontario, dans le nord-est de l'Ontario, puis on a divisé la population anglophone, francophone, allophone en 2 groupes. Les 2 groupes, c'est hôpitaux désignés, hôpitaux non désignés. Alors ici, sur la figure, on a 2 groupes, English Speaking Bilingual. Quand on a soumis ça à un journal, il n'aimait pas trop le terme désigné, non désigné, parce que c'est spécifique au Canada. Donc, il voulait qu'on change la terminologie, mais la barre noire, ça veut dire hôpital non désigné. Puis la barre grise, c'est un hôpital qui est désigné par la loi pour offrir des services en français. Puis, on a trouvé ça assez intéressant parce que la cohorte de patients anglophones avait un risque de préjudice plus élevé dans les hôpitaux désignés, alors que les francophones avaient un risque de préjudice qui était moins élevé dans les hôpitaux francophones. Alors, ça suggère que ce n'est pas un problème vraiment avec la qualité des services qui sont offerts aux hôpitaux, parce qu'on voit que la différence est dans les 2 directions, mais c'est peut-être plus un effet au niveau de la concordance ou discordance linguistique pour les patients anglophones et francophones. Ensuite, pour la population allophone, on voit qu'il y a un risque beaucoup plus élevé dans les hôpitaux désignés. Et on pense que c'est peut-être parce qu'en Ontario, les patients allophones vont souvent avoir une meilleure compréhension de l'anglais que le français. Alors, peut-être un peu plus de discordance dans les hôpitaux qui sont désignés. Ensuite, on a encore une fois pris cette même cohorte, puis on s'est posé une 3e question. Mais qu'est-ce qui arrive si le patient qui est admis en milieu hospitalier est traité par un médecin qui parle ou non la langue de préférence du patient? Alors, on a commencé avec la langue du médecin de famille, ensuite la langue de l'hôpital, et ensuite la langue du médecin qui traitait le patient en milieu hospitalier. Alors, encore une fois, on est allé chercher les codes de facturation pour aller déterminer combien de médecins ont traité chaque patient durant l'hospitalisation. Puis des fois, des patients sont admis pendant des semaines, ça peut être plusieurs médecins différents. Alors, on a créé une moyenne pondérée des soins qui étaient offerts durant une hospitalisation. Alors, disons qu'un patient était admis pendant 10 jours,
puis il y avait un médecin francophone qui traitait pendant 7 jours, puis un médecin anglophone pendant 3 jours, bien, on disait que c'était 70 traitement en français. Alors, on a fait ça non seulement pour la cohorte francophone, mais aussi pour la cohorte allophone. Puis là, on s'est posé 3 questions. Mais est-ce qu'il y a une différence au niveau des préjudices? Même approche que j'ai présentée plus tôt. Est-ce qu'il y a un impact sur la durée du séjour en milieu hospitalier et sur la mortalité durant l'hospitalisation? Puis ici, on voit qu'il y a des différences significatives pour la cohorte francophone et allophone pour les 3 mesures, même après ajustement pour, encore une fois, la longue liste de comorbidités et autres variables démographiques. Donc, pour résumer un peu les trouvailles ici, pour la population francophone, la mortalité diminuait de 24 alors que pour la population allophone, c'était 54 quand ces groupes-là recevaient la majorité de leurs soins par des médecins qui parlaient leur langue. Alors ça, c'est vraiment un survol, je dirais, du premier chapitre de notre programme de recherche. Ensuite, je vais parler un peu plus des études qu'on a faites en résidence de soins de longue durée. Parce que j'ai mentionné plus tôt qu'il y a vraiment 2 bases de données où on a accès à une variable linguistique qui a été validée, les services de santé à domicile et ensuite les soins de longue durée. Alors ça, c'est des études que Ricardo Battista a menées au cours des dernières quelques années. Puis comme on a des hôpitaux désignés, des hôpitaux non désignés, bien, on a des établissements de soins de longue durée qui sont aussi désignés par la loi pour être capables d'offrir des soins en français. Alors ici, on voit que la population francophone, environ 50% sont dans des établissements désignés, environ 50% sont dans des établissements qui sont non désignés. Et la majorité des établissements désignés sont dans l'est de l'Ontario, dans le nord-est de l'Ontario, où on trouve la majorité de la population francophone. Puis ici, on est allé chercher des indicateurs de qualité qui ont été validés par le ministère de la Santé en Ontario, spécifiquement pour les populations en soins de longue durée. Puis il y avait 5 marqueurs de qualité qui sont indiqués dans le tableau ici à la gauche. Puis on a trouvé qu'il y avait des différences significatives, encore une fois, même après ajustement, pour 3 des 5 marqueurs. Donc, l'utilisation inappropriée d'antipsychotiques était plus élevée pour les francophones dans les établissements non désignés. Le taux de dépression était plus élevé dans les établissements non désignés. Cependant, le taux de douleur modérée à sévère était plus élevé pour les francophones qui étaient dans des établissements désignés. Il n'y avait pas de différence pour chute ou utilisation de contraintes physiques. Ensuite, quand la pandémie est arrivée, on a vu évidemment qu'il y avait beaucoup de COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée. Puis on s'est posé la question encore une fois, mais est-ce que la variable linguistique, est-ce que l'environnement linguistique a eu un impact sur le taux d'infection et sur les résultats cliniques liés à la COVID-19? Alors ici, on a utilisé une approche un peu différente. On est allé chercher les langues parlées par les résidents dans chaque établissement pour identifier les résidences qui étaient francophones, qui étaient allophones et anglophones. Alors, si dans une résidence, il y avait plus que 25% des résidents qui indiquaient français comme langue de préférence, on disait que c'était une résidence qui était francophone. Si il y avait plus que 50% des résidents qui indiquaient qui préféraient une langue allophone, on disait que c'était une résidence allophone. Tous les autres résidences étaient classifiées comme étant anglophones. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on a réalisé qu'il y a des établissements de soins de longue durée à travers l'Ontario qui ont un caractère culturel, par exemple chinois, italien. Puis c'est des résidences qui ne sont pas nécessairement francophones ou anglophones. Donc, pour inclure ces établissements-là, on a utilisé cette approche-ci. Évidemment, le statut de désignation au niveau provincial, c'est vraiment anglais-français. Donc, ça ne capture pas nécessairement ces autres établissements qui ont également une composante culturelle linguistique qui peut avoir un impact aussi. Alors ici, on s'est posé la question,
s'il y avait une différence au niveau du taux d'infection de COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée. Puis on voit que la langue du résident, pas important, la langue de l'établissement non plus, mais quand on considère cette question de discordance, on a des résultats qui sont très proches d'être significatifs. Alors, on voit que l'intervalle de confiance est 0,99, donc pas significatif au niveau 0,5. Ensuite, on a passé à une deuxième étude où on a pris cette même cohorte, puis on s'est demandé s'il y avait des différences au niveau des visites à l'urgence et ou des hospitalisations. Donc, encore une fois, on a utilisé la même définition qui était basée sur les résidents dans chaque établissement pour identifier des résidences de soins de longue durée anglophones, francophones ou allophones. Puis, on a déterminé si la concordance ou discordance avait un impact sur visite à l'urgence, hospitalisation et mortalité après diagnostic de COVID-19. Alors ici, les résultats qui vont vers la gauche, ça représente meilleurs résultats cliniques pour concordance linguistique, alors que ceux qui vont vers la droite, c'est résultats pires pour la discordance linguistique. Alors ici, on voit que les résidents qui étaient dans les établissements qui étaient discordants au niveau linguistique avaient plus de visites à l'urgence et plus d'hospitalisation, même quand on ajustait pour, encore une fois, une longue liste de variables au niveau individuel et au niveau de l'établissement. Et on voit aussi qu'il n'y avait pas de différence au niveau de la mortalité. OK. Alors, pour conclure, je pense que les études qu'on a effectuées jusqu'à date démontrent qu'on peut effectivement étudier l'association entre la concordance linguistique et les résultats cliniques au niveau de la population avec des bases de données administratives. Je pense aussi que les résultats suggèrent ou démontrent que les patients en situation linguistique minoritaire reçoivent souvent des services de santé qui sont inférieurs au niveau de la qualité et ou de la sécurité. Ici, situation linguistique minoritaire, ça peut être au niveau de l'hôpital ou de la région. Ça dépend de la définition qu'on utilise. Et je pense que les résultats suggèrent aussi que la qualité et ou la sécurité des soins peut peut-être être modifiée en modifiant le contexte linguistique. Alors, on a montré des différences en fonction de la langue parlée avec médecin de famille, avec médecin à l'hôpital, avec statut de désignation, avec le pourcentage des résidents. Alors, toutes des mesures différentes pour aller essayer de quantifier l'environnement linguistique. Quelques forces, méthodologie, la taille de l'échantillon, qui est très grande en fonction de la population de l'Ontario. Quelques faiblesses importantes, c'est que ces études-ci sont limitées à deux populations, donc les récipiendaires de services de santé à domicile et les résidents en soins de longue durée. De plus, il y avait beaucoup de données manquantes pour là où les langues parlées par les médecins. Alors, 40% des médecins en Ontario n'ont pas de langue sur leur profil. Alors, c'est un gros problème puis une limitation qui est importante, non seulement en recherche, mais aussi dans la vraie vie quand on essaye d'offrir des soins qui sont concordants. C'est important de connaître la langue qui est parlée par les médecins. Puis, on n'a pas ça pour 40% des médecins. Une autre faiblesse, c'est qu'on ne peut pas déterminer la langue utilisée lors des interactions entre patients et médecins. Alors, on a une liste de langues parlées par les médecins, puis on assume que si une de ces langues-là correspond à la langue de préférence du patient, c'est cette langue-là qu'ils vont utiliser, mais on n'a aucun moyen de confirmer ça. Alors, des études à venir. Moi, j'aime bien l'idée d'ajouter d'autres variables linguistiques dans ces études. Alors, ce n'est pas seulement la langue parlée par le médecin qui est important, mais il y a d'autres professionnels de la santé, par exemple infirmiers et infirmières, qui passent beaucoup plus de temps avec les patients. Mais on n'a pas encore été capable d'aller chercher les langues parlées par infirmiers et infirmières au niveau de la population pour faire des études comme ça. Ensuite, on aimerait bien répliquer cette méthodologie dans d'autres provinces et territoires. Alors, je sais que François est ici, puis on a une rencontre plus tard aujourd'hui pour parler un peu plus de comment on peut répliquer ce genre d'études au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est un article qu'on a publié plus tôt cette année, puis ça résume un peu
ce que je viens de dire au cours des dernières 15-20 minutes. Puis l'objectif ici, c'était de décrire notre approche, notre méthodologie, pour que d'autres chercheurs puissent essayer de répliquer ça dans d'autres provinces. Alors là, je vais passer aux données qui proviennent de l'ESCC, donc non seulement à l'Ontario, mais là, je vais parler un peu de la situation canadienne. OK. Alors, pour faire ça, je dois introduire l'ESCC. L'ESCC, c'est l'étude sur la santé dans les collectivités canadiennes. Puis c'est un sondage qui est effectué depuis 2001, un sondage qui inclut 65 000 répondants par année, qui exclut environ 3 % de la population, soit les membres à temps plein des forces canadiennes, personnes vivant en institution et personnes vivant sur des réserves autochtones. Il y a plusieurs variables linguistiques qui sont incluses dans le SCC. Puis les deux variables qui sont, selon moi, les plus importantes pour les études qu'on fait, c'est la langue maternelle et la langue parlée le plus souvent à la maison. Plus tôt, j'ai présenté des données qui suggèrent que la langue parlée le plus souvent à la maison, c'est la variable qui est la plus proche de la langue de préférence. Alors, c'est ça que j'ai utilisé pour faire l'étude que je vais présenter dans quelques minutes. Ensuite, la langue du médecin, aussi une variable très importante. Puis on est très chanceux d'avoir accès à cette question puis à cette variable. Alors, dans le SCC, ils vont demander aux répondants s'ils ont un médecin régulier. Et si oui, ils vont dire, est-ce que vous et ce médecin parlez habituellement en anglais, en français ou dans une autre langue? Ensuite, on est capable de déterminer la concordance-discordance linguistique entre patient et médecin avec ces deux variables-là. Alors, on a la langue parlée le plus souvent à la maison, on a la langue parlée avec le médecin, puis on peut voir si c'est la même chose ou non. Ça, c'est une liste des variables linguistiques qui sont collectées. Alors, avant 2010, il y avait moins de langues autochtones allophones. Puis après 2010, à partir de 2011, il y a beaucoup plus d'informations qui a été collectée. Alors, avec cette information-là, on a créé 4 groupes. Donc, anglophones, des répondants qui parlent anglais. Francophones, c'est des répondants qui parlent français. Ensuite, langue autochtone pour identifier les répondants qui parlent une langue autochtone. Et langue allophone pour identifier les répondants qui parlent une langue allophone. La base de données de l'ESCC a été liée à de nombreuses bases de données au niveau national, incluant celles pour les visites à l'urgence, pour les hospitalisations, pour le niveau diagnostic de cancer et pour les décès. Alors là, pour passer à l'étude, ça c'est un projet que je travaille depuis à peu près 1 an. Je me suis intéressé à cette question où je voulais savoir, est-ce que la concordance linguistique a un impact quand on pense à des maladies chroniques? Alors, l'hypertension, c'est une maladie importante qui touche environ 1/3 des patients dans les pays développés. C'est le facteur de risque le plus important pour la mortalité cardiovasculaire dans les pays développés. Et il y a des études qui ont été effectuées aux États-Unis qui démontrent que les patients avec diabète, dyslipidémie, qui sont traités par un médecin qui parle leur langue, ont un meilleur contrôle de leur glycémie et de leur taux de lipoprotéines. Cependant, peu d'études canadiennes qui ont été effectuées au niveau de la population avec des données quantitatives et peu d'études qui considèrent l'impact à long terme. Alors, on a des petites études qui nous disent que oui, ça a un impact sur la glycémie, les taux de lipoprotéines, mais on ne peut pas dire que ça a un impact sur le risque d'avoir un événement cardiovasculaire dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors, l'objectif ici, c'était de déterminer l'association entre la concordance linguistique patient-médecin et le nouveau diagnostic de maladie cardiovasculaire dans une population de Canadiens avec hypertension. Alors, ça, c'est un diagramme qui résume l'approche à notre analyse. Alors, l'exposition ici, c'était la concordance linguistique entre patient-médecin. Les résultats cliniques, c'était diagnostic de maladie cardiovasculaire, aussi hospitalisation et mortalité. Et plusieurs variables ici qu'on a été capable de faire un ajustement pour. Alors, les résultats cliniques, le résultat primaire, c'était hospitalisation pour
syndrome coronarien aigu ou insuffisance cardiaque ou accident vasculaire cérébral ou mortalité cardiovasculaire. Puis on a considéré chaque événement individuellement comme un résultat clinique secondaire. Ça résume un peu notre approche pour créer la cohorte. Alors, on a dû exclure les répondants du Québec parce qu'on n'a pas accès aux données de l'hospitalisation du Québec. On a dû exclure quelques répondants du Manitoba parce qu'on n'avait pas les hospitalisations avant 2004 au Manitoba. On a exclu ceux qui avaient moins de 18 ans et évidemment ceux qui n'avaient pas l'hypertension. Et finalement, on a aussi dû exclure les répondants qui parlaient plusieurs langues à la maison. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que c'était parfois impossible de mettre un répondant dans une catégorie parce qu'il parlait anglais et français à la maison. Alors là, c'était impossible pour nous de savoir c'était quoi vraiment la langue de préférence. Alors ça résume la cohorte. Et encore une fois, on a une cohorte hors Québec. Alors c'est pour ça que les anglophones représentent 88% de la cohorte. La population francophone représente presque 4%. Population qui parle une langue allophone, 4%. Population qui parle une langue autochtone, 0,3%. Puis c'est une sous-estimation au niveau de la population parce que le SIC exclut les répondants qui vivent sur des réserves autochtones. Alors ça résume un peu l'accès aux soins primaires pour les répondants dans notre cohorte. Donc, pour la population anglophone, 95% avaient un médecin qui parlait l'anglais. Population francophone, environ 2/3 avaient un médecin qui parlait français. Les répondants qui parlaient une langue autochtone, évidemment, avaient des disparités qui n'étaient pas observées chez les autres groupes ici. On voit que 60% n'avaient pas de médecin, puis ceux qui avaient un médecin ne parlaient pas leur langue de préférence. Alors, j'aurais dû mentionner plutôt que j'ai eu la chance de collaborer avec le groupe Santé des Autochtones au Manitoba, qui était impliqué dans ce projet. Puis j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup par rapport aux disparités puis aux barrières auxquelles font face les populations autochtones. Puis je pense que c'est important quand on pense à la diversité linguistique puis aux barrières qui existent pour les anglophones francophones, aussi d'inclure les communautés autochtones puis de penser aux disparités qui existent ici, puis aussi de penser à comment on peut collaborer avec ces communautés-là pour faire de la recherche ensemble. Alors, pour les répondants qui parlent une langue allophone, environ 1/3 avaient un médecin qui parlait leur langue, alors que 2/3 avaient un médecin qui parlait anglais. Alors, pour le résultat clinique primaire, on voit que pour les francophones, il n'y avait pas de différence significative, mais pour la population allophone, il y avait des différences très significatives quand on considère le nouveau diagnostic de maladies cardiovasculaires comme étant les résultats cliniques primaires. On a fait des analyses de régression. On a ajusté pour la liste de variables que vous voyez sur l'écran. Pour la population francophone, il n'y avait pas de différence significative. Pour la population allophone, le risque d'avoir un événement cardiovasculaire diminuait de 36% quand ces patients-là recevaient des soins concordants comparé à la même cohorte qui recevait des soins discordants. On a fait des analyses sous-groupes, puis pour la population francophone, il n'y avait pas de différence. Ici, je présente les sous-groupes pour la cohorte de patients qui parlaient une langue allophone. Encore une fois, pas de différence pour les sous-groupes, mais un sous-groupe que je trouve intéressant puis que j'aime souligner, c'est cette question de connaissance de l'anglais. Alors, dans le SCC, ils vont demander aux répondants s'ils parlent anglais ou français. Alors, on a fait des analyses sous-groupes, puis on a trouvé qu'il n'y a pas de différence. Puis je trouve ça intéressant parce que la littérature vraiment aime le terme English Proficiency, Low English Proficiency. Mais avec la base de données de l'SCC, on a accès à différentes variables linguistiques, puis on est capable de les examiner en même temps. Puis cette analyse suggère que le concept connaissance de l'anglais, c'est peut-être pas aussi important. C'est vraiment la langue de préférence du patient et l'accès à des soins qui sont concordants qui est plus important que la connaissance de l'anglais.
Alors, pour résumer ce qu'on a trouvé dans cette étude, les disparités les plus grandes sont observées pour les répondants qui parlent une langue autochtone. Puis je pense que c'est le résultat de plusieurs problèmes systémiques qu'on a par rapport à l'accès à l'éducation qui est principalement anglais-français, ce qui fait en sorte qu'il y a très peu de médecins au Canada qui parlent une langue autochtone. Les différences significatives pour les allophones. Alors ici, la littérature suggère que l'effet pourrait être expliqué par une meilleure compréhension des renseignements médicaux, par plus de conseils qui sont offerts par rapport aux traitements non pharmacologiques et plus de prescriptions de médicaments selon les lignes directrices. Ça provient surtout de petites études qualitatives avec des patients qui parlent espagnol dans le sud des États-Unis. Aucune différence significative pour les francophones. Je pense que c'est possible que les barrières culturelles linguistiques sont moins sévères que celles qu'on observe chez les allophones, où 90% ont immigré au Canada. Et je pense aussi qu'on a plus de problèmes de classification pour la population francophone. Alors, il y a beaucoup de francophones qui sont dans des environnements bilingues, qui parlent anglais et français. Et je pense que c'est un phénomène qu'on a peut-être un peu plus chez les francophones que chez les autres groupes. Puis la dernière chose que j'ai oublié d'ajouter ici, c'est que 2/3 des francophones recevaient des soins en français. Alors, le fait qu'on n'a pas trouvé de différence significative, ça suggère peut-être qu'au niveau de la population, il y a assez de francophones qui ont accès à des soins primaires en français qu'on a de la misère à trouver une différence. Je pense que ça s'applique vraiment seulement aux soins primaires. Moi, je suis résident en néphrologie, puis je remarque qu'aussitôt qu'on quitte l'environnement soins primaires, c'est très difficile d'avoir accès à des soins dans une langue autre que l'anglais. Prochaines étapes, on a des plans pour répliquer cette méthodologie avec d'autres maladies chroniques, avec une approche puis une méthodologie semblable à celle que j'ai présentée. Puis, on planifie faire des analyses de médiation pour essayer de mieux comprendre les mécanismes potentiels qui pourraient expliquer l'effet au niveau de la population. Alors, dans l'ESCC, ils vont poser plusieurs questions, surtout pour diabète, hypertension, où ils vont demander aux répondants s'ils prennent des médicaments, s'ils ont vérifié leur pression artérielle, s'ils sont allés pour des tests sanguins. Alors, on va essayer de combiner cette information-là dans des analyses pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut identifier comme étant une variable importante qui mène aux résultats cliniques. Alors, pour conclure, là, je parle spécifiquement du projet de recherche avec les données de l'ESCC. Je pense qu'une force ici, c'est que la variable linguistique patient et médecin est déclarée par les répondants. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez unique au niveau de la population. Il n'y a pas beaucoup de sondages qui sont effectués sur une échelle nationale comme ça, qui demandent aux répondants quelle langue ils parlent avec leur médecin. Alors, pour illustrer ce point, je suis allé à la recherche d'autres sondages effectués un peu partout à travers le monde pour voir si cette question-là, elle est incluse dans d'autres pays. Puis, j'ai seulement trouvé un sondage national aux États-Unis, le NHIS, qui, depuis 2023, il demande aux répondants quelle langue est-ce qu'ils parlent avec leur médecin. D'autres sondages qui sont semblables en Angleterre, Australie, Écosse, etc., ils ne vont pas aller chercher cette information-là. Alors, c'est tout ça pour dire qu'on est très chanceux d'avoir accès à cette variable-là. Ensuite, on a aussi utilisé des données qui sont objectives et valides au niveau de la population. Et on a été capable d'ajuster pour plusieurs variables confusionnelles. Quelques faiblesses. On a utilisé la langue parlée le plus souvent à la maison. Puis on assume que c'est proche de la langue de préférence, mais on n'est pas certain. Il y a sûrement des gens qui parlent une langue à la maison, mais qui veulent avoir des soins dans une autre langue. Puis ce n'est pas quelque chose qu'on est capable d'inclure dans cette étude. Ensuite, on n'était pas capable de classifier les répondants qui parlent plus d'une langue à la maison. Et on n'est pas capable d'ajuster pour l'utilisation de services d'interprétation. Cela étant dit, si on était capable d'ajuster pour les services d'interprétation,
ça devrait faire en sorte que les résultats deviennent même plus significatifs. Parce que si on pense que les services d'interprétation sont utilisés et aident à minimiser les barrières linguistiques, bien, le fait qu'on n'a pas ajusté pour ces services-là, ça devrait biaiser les résultats en faveur de l'hypothèse nulle. Et comme toute étude observationnelle, il y a toujours la possibilité de biais de confusion résiduelle ou non mesurés. Alors là, je vais parler un peu de les choses qu'on fait pour essayer d'améliorer l'accès à des soins qui sont concordants au plan linguistique. Une chose qui se fait dans plusieurs provinces maintenant, c'est d'améliorer la collecte de données pour la langue de préférence des patients. Alors, selon moi, ça devrait se faire sur la carte de santé parce que ça devrait être le patient qui indique la langue de préférence. Alors, ça se fait à l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, territoire du Nord-Ouest. Le Manitoba vient d'annoncer qu'après 15-20 ans de discussion, ça va finalement apparaître sur la carte de santé. Puis je pense que c'est important parce que en Ontario, où je travaille maintenant, on a des systèmes électroniques où il y a une variable linguistique, mais c'est pas la variable linguistique, elle est habituellement indiquée par quelqu'un qui travaille à l'hôpital, qui ne va pas toujours poser la question, qui va assumer que la personne parle assez bien l'anglais pour être un anglophone dans le système. Alors, moi, j'aime bien l'idée que ça soit rapporté par le patient sur un formulaire. Puis, si on est capable d'avoir cette information-là, ça va garantir que c'est vraiment la langue de préférence du patient. Puis moi, maintenant, j'ai une clinique de néphrologie une demi-journée par semaine dans la région d'Ottawa. Puis la plupart des patients que je vois, c'est des patients qui parlent français de l'Est de l'Ontario. Puis on est capable de faire ça parce que notre département, on collecte la langue de préférence des patients. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait partout. Ensuite, je pense que la collecte de données pour la langue parlée par les médecins, mais aussi d'autres professionnels de la santé, c'est tout aussi important. Ça se fait déjà dans plusieurs provinces, mais la qualité des données, elle est très variable. J'ai mentionné que 40% des données de l'Ontario étaient manquantes. Mais cette information, elle est très importante quand on pense à la décision de référer un patient à un médecin. Si on a accès à la variable linguistique, ça nous permet au moins d'essayer de trouver un médecin qui parle la langue du patient. Alors, j'aime toujours donner l'exemple au Manitoba. Il y a un service qui s'appelle « Trouver un médecin ». Tu peux appeler, tu peux aller en ligne. Puis, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont aller dans le registre du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. Ils vont faire une recherche. Puis là, ils vont aller voir s'il y a un médecin qui parle la langue de préférence. Alors, en tant que résident en médecine interne, j'avais souvent des patients admis à l'hôpital qui n'avaient pas de médecin de famille. Alors, quand les patients avaient leur congé de l'hôpital, bien, on essayait de leur trouver un médecin de famille. Alors, j'étais capable de trouver des patients qui parlaient français, qui parlaient punjabi, qui parlaient ukrainien, des médecins dans la communauté. Alors, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je voulais remercier les universités, les institutions qui nous ont supportés et les collaborateurs également. Merci beaucoup. Bon, ben, fort intéressant comme présentation. Merci beaucoup. On va ouvrir ça aux questions de la salle ou en ligne. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant le moment pour Dr. Réaume. Merci pour la présentation. C'est pas intéressant. C'est capable de voir l'utilisation. Est-ce que j'ai bien compris qu'on peut obtenir en général la présentation et que les francophones de l'Ontario, s'ils ont une discordance de langue avec leur fournisseur de soins de santé, pour un impact sur
d'essayer de une discordance avec leur fournisseur de soins lorsqu'ils sont hospitalisés. Là, ça peut avoir un impact. Oui, c'est exactement ça. Alors, la question, c'était pour la population francophone. On a vu des différences significatives en milieu hospitalier, mais pas en soins primaires. Cette étude-là, elle était limitée par le fait que c'était des récipiendaires de soins à domicile. Alors, ce n'est pas toute la population, mais oui, effectivement, ce qu'on a trouvé, c'était que le signal était significatif en milieu hospitalier, mais non avec le médecin de famille. Est-ce que ça pourrait simplement être vu avec pour le fournisseur de soins de santé Ouais. S'il y a une discordance linguistique, ça nuit à la communication. Mais le patient va tout simplement quitter le service pour attendre pour un fournisseur avec qui il veut. Alors que dans le milieu hospitalier, ben là, il prend un discordance. Ouais. Je pense que c'est exactement ça. Il y avait environ 2/3 des francophones dans cette étude-là qui recevaient des soins en français. Puis, moi, j'ai l'impression que dans le 1/3 qui recevait des soins discordants, il y en avait peut-être qui préféraient même avoir des soins en anglais. Puis, j'ai vu ça souvent dans le sud du Manitoba. Il y a des francophones qui ils sont mariés à quelqu'un qui parle anglais, leurs enfants parlent anglais. Alors, ils préfèrent avoir des soins en anglais parce qu'ils veulent que les autres personnes comprennent ce qui se passe. Alors, je pense que pour le groupe francophone, surtout en communauté, c'est un peu plus difficile, comme j'ai mentionné, de se fier à la langue parlée à la maison pour déterminer la langue de préférence. Puis, tu as absolument raison, en milieu hospitalier, c'est un peu plus un jeu de hasard. Hein? Comme tu es admis, puis ton médecin, c'est ton médecin. Alors là, je pense qu'on a un peu moins ce biais. Pensez-vous qu'un service de traduction fiable en personne dans les hôpitaux pour améliorer les services de santé? Oui, mais je pense que les services d'interprétation sont extrêmement importants. Puis, j'ai fait quelques projets quand j'étais au Manitoba parce que malheureusement, on avait accès à ces services-là, mais ce n'était pas vraiment la culture de s'en servir en milieu hospitalier. Puis, il y a des recherches, je n'ai pas présenté ça aujourd'hui, mais il y a des recherches qui démontrent que si tu as accès à un interprète avec une formation professionnelle, bien, les patients vont avoir des meilleurs résultats cliniques. Alors, aller chercher un ami ou membre de famille, ce n'est pas aussi bon qu'aller chercher un interprète professionnel. Alors, je pense que c'est vraiment la solution quand tu ne peux pas offrir un médecin qui parle la langue de préférence. Peut-être parce que le monde donné maintenant, 40% de médecins qui Ouais. parlent de leur appartenance ou du moins est-ce que vous êtes intéressé à la langue utilisée par le médecin professionnel? Est-ce que ça peut pas représenter ou est-ce qu'il est obligé d'utiliser cette langue? Ouais, c'est une bonne question. Non, j'ai jamais fait de recherche par rapport à comme la langue de documentation. Hein? Mais c'est un sujet un peu complexe parce que même quand j'étais à Montfort, un hôpital francophone, si le médecin de famille était anglophone, on écrivait le sommaire en anglais parce qu'on voulait que le médecin ait accès. Alors, ça dépend vraiment du patient, du médecin de famille, de l'environnement. Je ne pense pas que c'est nécessairement le meilleur marqueur des soins ou la langue dans laquelle les soins sont à faire. Ça, c'est peut-être spécifique à Ottawa, mais c'est une expérience que j'ai eue. Oui, absolument. Ben, je trouve ça un peu intéressant que
Si tu fais une recherche sur Google puis tu mets déterminant social de la santé, langue n'apparaît pas. Mais la communication, c'est tellement important. Puis la langue a tellement un lien avec la culture puis avec d'autres composantes de l'identité d'une personne. Alors, un des objectifs de notre groupe de recherche, c'est vraiment de convaincre les gens que la langue, c'est un déterminant de la santé. Je vais parler des avancées, là, différentes provinces qui implémentent la langue. Ça se fait de différentes façons. Il y avait des par rapport aux enjeux qui peuvent survenir quand un patient auto-déclare sa langue de préférence, sa langue maternelle, sa langue de langue. Et c'est toutes des choses qui peuvent être différentes d'un de l'autre. Mm-hmm. Et je me demande surtout, est-ce que vous pensez que le patient peut être stratégique dans l'autodéclaration de sa langue de préférence? Contexte mis au point du poids, par exemple, si le patient pense qu'il y a plus de chances d'obtenir des services rapidement ou de qualité en rapportant une langue versus l'autre, est-ce qu'il va rapporter cette langue-là pour avoir plus? Oui, c'est une bonne question. C'est toujours difficile d'avoir une recommandation pour toutes les provinces parce que c'est tellement différent d'une province à une autre, puis même d'une région à une autre. Je sais que la Société Santé en français maintenant, leur suggestion, c'est d'avoir la langue maternelle et la langue de préférence sur la carte de santé. Alors, tu pourrais t'identifier comme étant francophone, mais tu pourrais dire « je préfère anglais ». Puis ça serait intéressant au niveau politique d'avoir des données qui disent on a des patients qui sont francophones, mais pour toutes sortes de raisons, ils préfèrent recevoir des soins en anglais. Est-ce que c'est un problème avec les services qui sont offerts en français? Mais quand on a seulement accès à une variable linguistique, il y a tellement de facteurs qui vont dans la décision de se déclarer comme anglophone ou francophone. Donc, je pense que ça serait avantageux d'avoir les deux, comme la Société Santé en français veut. Considérant que le patient peut amener les médecins de traiter un patient au risque d'avoir une erreur due à une incompréhension de la symptomatologie. De l'autre côté, si le patient francophone, pour une raison d'accepter rapide, une compétence médicale documentée ou perçue, pourrait inconsciemment s'exposer à un risque de préjudice en surestimant ses compétences littératie du côté médical. Alors, d'ailleurs, il y a une étude d'Evan Manitoba qui avait, dans les provinces de l'Ouest, demandé aux gens dans quel contexte ils préféraient avoir une consultation médicale. La première question est bilingue, oui, mais dans quel contexte tu vas avoir la consultation? Il y avait 44% qui se considéraient comme bilingues qui voulaient avoir la consultation pour des questions d'appréhension, de procéder complètement, par exemple, les options. Par exemple, donc, c'est un peu moi, ma question, plutôt ce que votre présentation m'a présenté après,
pour les allophones, mais aussi pour les francophones, type francophone, est-ce que la langue puis les différences dans les traitements ou dans les résultats de traitement ou dans la compréhension des options des traitements, est-ce que ça s'arrête vraiment juste à la langue, la barrière de la langue en tant que telle, ou ça serait plus aussi en rapport avec la culture, puis plus par rapport à la vision du traitement du cas, le médecin par rapport à sa culture à lui, puis aussi par rapport à quoi s'attend le patient, puis son background, puis il vient. Oui, c'est une très bonne question. Moi, je dis toujours que quand j'ai commencé ce programme de recherche, je pensais que c'était vraiment la langue qui était le plus important, mais là, j'ai plus d'expérience clinique. Je réalise que l'aspect culturel, c'est tout aussi important, même plus important des fois. Alors, on fait des recherches qualitatives pour essayer de mieux comprendre cette composante-là. C'est difficile au niveau de la population de séparer culture, langue quand on a juste une variable. Mais on espère que les études qualitatives qui se font ici au Nouveau-Brunswick aussi, puis dans la région de l'Est de l'Ontario, vont être capables de répondre à cette question-là. Puis peut-être de nous suggérer des moyens d'aider avec la barrière culturelle et linguistique. Mm-hmm. Pour les différences, vous voulez dire les résultats cliniques? Oui, c'est toujours difficile avec des données observationnelles comme ça. On ajuste pour tout ce qu'on peut ajuster, mais il y a toujours des facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés pour. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est la langue qui cause l'effet qu'on voit, mais au niveau de la population, on voit qu'il y a une association très forte. Puis, j'aime bien ces études quantitatives parce qu'on est capable vraiment de mettre un chiffre sur cette question de concordance-discordance. Alors, par exemple, pour les allophones, dans l'étude que j'ai présentée, c'était 36 risque relatif pour événements cardiovasculaires. Alors, ça, c'est le chiffre qu'on a été capable de calculer, mais il y a toujours des variables qui ne peuvent pas être mesurées, qui ne peuvent pas être contrôlées. Alors, ça, c'est la meilleure estimation. Oui. J'avais juste une question par rapport à l'expérience des médecins. Là, c'est-à-dire que les recherches sont bien que vous prenez en considération la langue parlée des médecins. Il y a l'emphase surtout sur les patients qui par rapport à leur langue, et puis on peut se faire ça. Je suis curieuse de savoir si vous regardez aussi à l'expérience des médecins. De voir comme, je pense à moi-même, qui est francophone un peu très bien. Mais si je vois que le ou la médecin qui me traite, il semble plus confortable dans une langue, je pense que je vais dire, OK, ben, appelez-moi dans votre langue. Ou parce que c'est le médecin qui est spécialiste. Donc, je me pose la question si c'est vers l'expérience. Je voir la discordance. C'est pas confortable, bien. Sont francophones, mais peuvent parler en anglais, se sentent plus experts en fait. C'est une bonne question. Je n'ai pas encore fait des études moi-même sur ça, mais je pense que la composante professionnelle de santé du médecin est importante aussi. Je sais qu'il y a des études qui viennent du sud des États-Unis qui démontrent que les patients aiment recevoir des soins dans leur langue, mais les médecins préfèrent ça aussi. Alors, quand on pense aux demandes de nos systèmes de santé, au burn-out, j'aime toujours mentionner ces études-là que les médecins préfèrent ça aussi. Hein? Mais je n'ai pas de données que j'ai collectées moi-même pour répondre à cette question-là.
correction exagérée, justement, des variables. Je pense que c'est une discussion. Ouais. Avec des statistiques, parfois, il faut savoir si réellement la variable, dans ce cas-ci, est un facteur d'atténuation réel ou perçu. Si on dit que la langue est un déterminant de la santé, ça veut dire qu'il y a plusieurs maladies qui viennent avec le fait que tu es francophone. Parce que tu es francophone, peut-être parce que tu es dans une situation militaire, parce que tu es dans une culture militaire, etc. Donc, ça atténue la capacité d'identifier la langue. Variable, c'est mathématique. Ouais. Oui. Je voulais réagir un peu à ce que tu as mentionné tout à l'heure. Et ça fait réfléchir comme quoi on peut avoir un médecin spécialiste, peut-être dans sa langue, mais je me pose la question de savoir le diagnostic qui est fait entre le médecin et le patient, la compréhension de ce diagnostic-là par rapport au patient. Quel est l'élément le plus important dans ça? Est-ce que c'est ce que le patient sort qui est diagnostiqué proprement ou bien le fait qu'il ne s'est pas exprimé correctement peut donner un diagnostic erroné? Et ça me pose énormément de questions. Je vais faire un peu dans ça, je ne sais pas comment Oui, je pense que c'est toujours difficile d'essayer d'expliquer l'effet parce que c'est tellement multifactoriel. Hein? Il y a des différences dans nos études, je pense, qui sont expliquées par des phénomènes au niveau systémique. Il y en a qui sont au niveau de l'interaction patient-médecin. Moi, j'ai l'impression que une des composantes principales de l'effet qu'on voit ici, c'est l'information qu'on peut aller chercher des patients. Alors, si on n'est pas capable de réviser tous les symptômes puis de vraiment comprendre le patient devant nous, on va aller commander plus de tests ou on ne va pas arriver au bon diagnostic. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est un des aspects les plus importants. Puis, il y a des études qui démontrent que, surtout dans les départements d'urgence, dans un contexte de discordance linguistique, le temps au diagnostic va être plus long, puis il va y avoir plus de tests qui vont être effectués pour arriver au diagnostic. Alors, je pense que ces exemples-là nous donnent un peu d'informations par rapport à qu'est-ce qui se passe. Si tu parles la même langue que le patient, bien, tu vas poser plus de questions, tu vas mieux comprendre ce qui se passe. Si tu ne parles pas la langue du patient, bien, tu vas l'envoyer pour un CT scan, tête, poumon, abdomen, puis tu vas regarder le rapport. Ouais. Ouais. Je vais donner un exemple personnel. Bon, j'étais avec les gens qui sont allés, ils ont fait les symptômes, etc. Puis là, ça avait fait le médecin. Donc, on fait une analyse sans voir l'anomalie. Là, il a dit à l'effet, puisque le patient a demandé ceci, alors ça m'a interrogé un peu là-dessus. Il fallait que je demande avant qu'on le fasse, ou bien c'est pour aller chercher une meilleure place que peut-être. C'est un peu dans ce sens-là que je dis, peut-être communication, peut-être de part et d'autre, pour être diagnostiqué propre, devrait être un peu plus fluide. Oui. Ouais, c'est exactement ça, je pense. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci, Dr. Réaume. On pourra en jaser toute l'après-midi, j'en suis sûr. Donc, merci d'être ici. Merci pour les gens en ligne. Gardez un œil ouvert pour notre prochaine conférence mensuelle. Et jusqu'à ce temps-là, je vous dis merci beaucoup et passez une belle journée. Merci encore.